Le réveil est brutal, presque violent, comme si la réalité s'imposait sans prévenir à deux esprits encore engourdis par une nuit dont ils ne possèdent que des fragments. Samuel ouvre les yeux le premier, le regard flou, désorienté par l'environnement qui l'entoure, incapable de reconnaître immédiatement l'endroit où il se trouve, ni même de comprendre comment il y est arrivé. À ses côtés, Swazik émerge lentement de cet état second, le visage marqué par une fatigue inhabituelle, le crâne pulsant sous une douleur sourde qui semble battre au rythme de son cœur. Elle met quelques secondes à réaliser qu'elle n'est pas chez elle, ni dans un lieu familier, et cette prise de conscience déclenche une inquiétude immédiate. L'habitacle de la voiture dans laquelle il se trouve devient alors une évidence oppressante. Rien n'a de sens, ni les sièges, ni l'odeur, ni même la disposition des objets. Ce n'est pas leur véhicule, et cette certitude s'impose rapidement, provoquant un échange de regards lourds de questions auxquelles aucun des deux ne peut répondre. Samuel tente de rassembler ses souvenirs, de reconstruire le fil de la soirée, mais chaque tentative se heurte à un vide dérangeant. Il analyse ses symptômes avec un recul presque médical, évoquant la possibilité d'avoir été drogué, une hypothèse qui, au lieu de rassurer, rend la situation encore plus inquiétante. Swazik, elle, se concentre sur les sensations physiques, sur cette impression persistante d'avoir vécu quelque chose d'important sans pouvoir en saisir la nature. Le manque de souvenirs devient une angoisse en soi, une zone d'ombre qui semble cacher des événements qu'il redoute inconsciemment de découvrir. C'est alors que Samuel parvient à extraire un détail de ce brouillard mental. Une image floue, presque irréelle, refait surface, une rue déserte, une voiture abandonnée, les clés encore sur le contact. Il se souvient de l'heure précise, 3h29 du matin, comme si ce moment avait été gravé malgré tout. Ce souvenir partiel agit comme un déclencheur. Les pièces du puzzle restent dispersées, mais une chose devient claire, ils ont pris cette voiture sans réfléchir, dans un état altéré qui les a poussés à agir sans mesurer les conséquences. Une décision impulsive qui, maintenant, pourrait leur coûter cher. Samuel ressent immédiatement le besoin de réparer cette erreur, comme pour reprendre le contrôle d'une situation qui lui échappe. Il propose de retrouver le propriétaire du véhicule, convaincu que cette démarche pourrait limiter les dégâts, ou du moins éviter que la situation ne dégénère davantage. Swazik acquiesce, même si une inquiétude persiste en elle. Elle sent confusément que cette histoire ne se limite pas à une simple voiture empruntée, que quelque chose de plus grave s'est produit durant cette nuit dont ils ignorent presque tout, mais elle choisit de ne pas céder à la panique. Le commissariat apparaît alors comme une solution logique. Samuel s'y rend avec une certaine assurance, construisant rapidement un mensonge crédible pour obtenir l'information dont il a besoin. Il prétend vouloir établir un constat à l'amiable, une version des faits suffisamment plausible pour ne pas éveiller de soupçons. Manon, concentrée sur son travail, ne se doute de rien et lui fournit l'adresse demandée. Pour Samuel, cette étape représente un soulagement momentané, l'impression d'avoir trouvé une issue simple à une situation pourtant bien plus complexe qu'elle n'y paraît. Avec Swazik, ils se rendent ensuite sur place, le trajet se déroulant dans un silence chargé de tension. Chacun est plongé dans ses pensées, tentant de comprendre ce qui leur échappe, tout en redoutant ce qu'ils pourraient découvrir en confrontant la réalité. Arrivés près du domicile du propriétaire, ils prennent soin de garer la voiture à distance, comme pour minimiser leur implication. Le geste est précis, presque mécanique, révélant une volonté de régler rapidement cette affaire sans attirer l'attention. Samuel dépose les clés sur le paillasson avec une prudence excessive, comme si ce simple objet pouvait contenir toutes les conséquences de leurs actes. Il sonne à la porte, puis, sans attendre, s'éloigne précipitamment avec Swazik, fuyant la confrontation directe. Leur fuite est instinctive, presque enfantine, traduisant un mélange de culpabilité et de peur. Ils courent sans se retourner, comme si le simple fait de quitter les lieux pouvait effacer ce qui s'est passé, ou du moins les protéger des répercussions. Pendant ce temps, ailleurs, la lumière du matin révèle une autre réalité, tout aussi troublante. Sur la plage, Marceau ouvre les yeux lentement, le corps alourdi par la fatigue, la peau encore marquée par le sable et l'humidité de la nuit. À ses côtés, Ellie se redresse difficilement, cherchant elle aussi à comprendre ce qui s'est passé. Leurs regards se croisent, et dans cet échange silencieux se lit la même incompréhension, le même besoin de reconstituer les événements de la nuit précédente. Leur attention est rapidement attirée par un détail troublant. Un préservatif usagé, abandonné à proximité, devient une preuve tangible d'un acte dont ils n'ont aucun souvenir. Cette découverte crée un malaise immédiat, une tension diffuse entre eux. Ils tentent de se rappeler, de retrouver un moment précis qui pourrait expliquer cette situation, mais leurs souvenirs restent fragmentés.
Seul un baiser, survenu aux alentours de 5h39 du matin, émerge avec une certaine clarté, comme un point d'ancrage dans cette nuit confuse. Ce souvenir ne suffit pas à expliquer le reste, mais il confirme une chose, ils ont dépassé une limite, franchi une étape dont ils ne mesurent pas encore les conséquences. Cette prise de conscience les laisse dans un état de flottement, entre gêne et incertitude. Pendant ce temps, Diane se réveille dans un état bien différent. Allongée dans son lit, elle ressent un mal de tête intense, une douleur qui semble pulser à chaque mouvement. Son corps lui rappelle brutalement les excès de la veille. Face à elle, Esmé contraste totalement avec cet état. Fraîche, lucide, elle incarne la stabilité au milieu du chaos. N'ayant rien consommé, elle observe Diane avec un mélange d'inquiétude et de curiosité, consciente que quelque chose d'important s'est joué. Diane, encore désorientée, finit par avouer ce qu'elle a fait. Elle a pris de l'AMD avec Marceau, une décision qui explique en partie l'état dans lequel ils se trouvent tous. Cette révélation apporte un éclairage, mais ouvre aussi de nouvelles questions. Car au-delà de la drogue, au-delà des souvenirs flous, une chose devient évidente, cette nuit a laissé des traces. Invisibles pour certains, évidentes pour d'autres, mais bien réelles. Et aucun d'entre eux ne semble prêt à en assumer pleinement les conséquences. La journée ne fait que commencer, mais déjà, les premiers signes d'un engrenage plus complexe apparaissent. Ce qui semblait n'être qu'une simple soirée festive commence à révéler ses failles, ses zones d'ombre, laissant présager que le pire reste encore à venir. La journée avance, mais le malaise ne disparaît pas, il s'installe au contraire de manière insidieuse, comme une ombre qui suit chacun des protagonistes sans jamais les quitter. Samuel et Swazik, désormais installés au Spoon, tentent de reprendre pied dans une réalité qui leur semble encore instable, presque irréelle. Autour d'eux, les conversations reprennent leur cours habituel, les clients s'affairent, les serveurs circulent, mais pour eux, chaque détail semble décalé. Le bruit des tasses, les éclats de voix, tout devient une distraction face à l'angoisse qui continue de grandir en silence. Samuel observe Swazik avec attention, cherchant à déceler dans son regard une forme de stabilité, un point d'ancrage. Mais il y trouve la même inquiétude que dans le sien, cette impression diffuse que quelque chose leur échappe encore, quelque chose de plus grave qu'ils ne veulent bien l'admettre. Swazik, quant à elle, essaie de rationaliser, de donner un sens à ce qu'ils ont vécu. Elle se raccroche à l'idée qu'ils ont été victimes d'une soirée qui a simplement dégénéré, que la drogue explique tout, qu'il n'y a rien de plus à craindre. Pourtant, une part d'elle refuse d'y croire. C'est dans cet équilibre fragile que son téléphone vibre soudainement. Le geste est anodin, presque banal, mais l'effet qu'il produit est immédiat. Elle fronce les sourcils en découvrant un message provenant d'un numéro inconnu, une simple phrase qui suffit à faire basculer l'atmosphère. Rendez-moi ce que vous m'avez volé. Les mots restent suspendus dans l'air, comme une accusation brutale qui vient briser le peu de sérénité qu'ils avaient réussi à reconstruire. Swazik relit le message plusieurs fois, espérant y trouver une explication simple, une erreur, mais rien ne vient atténuer son impact. Samuel se penche vers elle, lit à son tour, et son visage se ferme instantanément. L'hypothèse qu'il tentait d'éviter prend soudain une forme concrète. Ce n'est pas qu'une mauvaise soirée. Il y a eu un acte, quelque chose qu'ils ont fait sans s'en souvenir, et quelqu'un en réclame maintenant les conséquences. Swazik tente de rester pragmatique. Elle associe immédiatement ce message à la voiture qu'ils ont empruntée, persuadée qu'il s'agit du propriétaire. Dans un réflexe presque défensif, elle répond, expliquant qu'ils ont déjà restitué le véhicule et laissé les clés sur le paillasson. Pendant quelques secondes, le silence revient, chargé d'une tension nouvelle. Puis un second message apparaît, plus inquiétant encore, comme un écho à leur incompréhension grandissante. Je n'ai pas de voiture. Rendez-moi mon argent. Cette fois, le doute n'est plus permis. Ce qu'ils ont fait dépasse largement le cadre d'un simple vol de voiture. L'accusation est plus grave, plus directe, et surtout totalement incompréhensible pour eux, puisqu'ils n'ont aucun souvenir d'un quelconque argent. Samuel passe une main dans ses cheveux, visiblement déstabilisé. Il tente de reconstituer une fois encore la chronologie des événements, mais chaque effort se heurte au même mur. Rien ne vient combler ce vide, et cette absence devient elle-même une source d'angoisse. Swazik sent son cœur s'accélérer. Elle commence à envisager des scénarios qu'elle aurait préféré éviter. Et si quelqu'un les manipulait? Et si cette soirée n'était pas un simple accident, mais quelque chose de plus organisé, de plus dangereux? Le regard qu'elle échange avec Samuel est lourd de sous-entendus. Aucun des deux n'ose formuler clairement ses pensées, mais ils comprennent instinctivement que leur situation est bien plus complexe qu'ils ne l'avaient imaginé au réveil. Pendant ce temps, ailleurs,
les conséquences de la soirée continuent de se manifester sous d'autres formes, moins menaçantes en apparence, mais tout aussi troublantes sur le plan émotionnel. Marceau et Ellie, encore marqués par leur réveil sur la plage, tentent eux aussi de donner un sens à ce qu'ils ont vécu. Le souvenir du baiser, précis mais isolé, devient un point de fixation. Il s'y accroche comme à une certitude dans un océan d'incertitude, mais cette certitude elle-même devient source de confusion, car elle ne suffit pas à expliquer le reste. Ellie observe Marceau avec une certaine retenue. Elle ne sait pas comment interpréter ce qui s'est passé, ni même si elle doit en parler. Le silence entre eux devient alors une manière de se protéger, de repousser une vérité qu'ils ne sont pas prêts à affronter. Marceau, lui, oscille entre gêne et curiosité. Il se demande si ce qui s'est produit est le résultat d'un désir réel ou simplement l'effet de substances qu'il ne contrôle pas. Cette incertitude fragilise son rapport à lui-même autant qu'à Ellie. Leur relation, déjà complexe, se retrouve soudain suspendue dans un entre-deux inconfortable, où chaque mot pourrait avoir des conséquences qu'ils ne maîtrisent pas. Alors ils choisissent de ne pas parler, laissant le non-dit s'installer comme une barrière fragile. Dans un autre registre, Diane continue de subir les effets physiques de la veille. Son mal de tête persiste, amplifiant chaque sensation, rendant chaque mouvement pénible. Elle réalise progressivement l'ampleur de ce qu'elle a consommé, et avec elle, les risques qu'elle a pris. Esme, en revanche, garde une distance lucide face à tout cela. Son choix de ne pas boire ni consommer devient une forme de protection, mais aussi une position d'observatrice. Elle voit les conséquences, elle les analyse, sans pour autant intervenir directement. Le contraste entre les deux jeunes femmes met en lumière une réalité simple mais brutale. Chacun vit les conséquences de ses actes à sa manière, mais personne n'en sort totalement indemne. Même ceux qui n'ont rien fait portent le poids de ce qu'ils ont vu. La soirée, qui devait être un moment de légèreté, révèle ainsi une autre facette. Derrière les rires et les excès, se cachent des décisions irréfléchies, des actes dont les répercussions commencent seulement à apparaître. Au Spoon, Samuel et Swazik restent figés face à leur situation. Le téléphone posé sur la table devient presque une menace en soi, un objet chargé d'une vérité qu'ils ne comprennent pas encore, mais qui pourrait bientôt les rattraper. Samuel finit par rompre le silence, évoquant la possibilité d'aller voir la police, de mettre les choses à plat. Mais cette idée, pourtant logique, se heurte immédiatement à une réalité plus complexe. Comment expliquer quelque chose dont ils n'ont aucun souvenir? Swazik hésite. Elle comprend le raisonnement, mais elle redoute les conséquences. Admettre qu'ils ont perdu le contrôle, qu'ils ont peut-être commis un acte grave, revient à ouvrir une porte dont ils ne pourront plus refermer le battant. Le dilemme s'installe alors entre eux, lourd, oppressant. D'un côté, la peur de l'inconnu. De l'autre, la peur de la vérité. Et entre les deux, cette certitude grandissante que la soirée n'a pas encore livré tous ses secrets. À ce moment-là, une chose devient évidente. Ils ne sont plus simplement confrontés aux conséquences d'une nuit trop arrosée. Ils sont au cœur d'un engrenage dont ils ignorent encore l'origine, mais dont ils commencent déjà à ressentir les effets. Et tandis que le jour poursuit son cours, que la vie autour d'eux semble continuer normalement, Samuel et Swazik comprennent que pour eux, plus rien ne sera vraiment comme avant. Pendant ce temps, loin du tumulte de cette nuit aux conséquences imprévisibles, une autre tension, plus silencieuse mais tout aussi profonde, continue de se creuser au sein du couple formé par William et Aurore. En apparence, rien ne semble avoir changé, mais sous la surface, une fissure s'est installée, fragile et dangereuse à la fois. William tente de maintenir une attitude détachée, presque indifférente, comme si la révélation de l'aventure passée d'Aurore ne l'atteignait pas. Il parle normalement, agit comme si tout allait bien, mais cette façade ne tient qu'à un fil, et chaque geste trahit une tension qu'il ne parvient plus à dissimuler totalement. Car au fond de lui, la vérité continue de résonner avec une intensité qu'il n'avait pas anticipée. Imaginer Aurore avec Lucas, même dans un contexte de séparation, reste une image difficile à accepter, une pensée qui revient sans cesse malgré tous ses efforts pour la repousser. Aurore, de son côté, perçoit ce changement subtil mais significatif. Elle connaît William, elle sait lire entre ses silences, reconnaître les moments où il se ferme, où il se protège derrière une distance qu'il construit pour ne pas souffrir davantage. Elle aurait pu choisir d'aborder le sujet frontalement, de forcer une discussion, mais elle hésite. Une part d'elle redoute que mettre des mots sur cette situation ne fasse qu'aggraver les choses, couvrir cette plaie ne la rende plus difficile encore à refermer. Leur quotidien devient alors un équilibre précaire, fait de gestes habituels et de non-dits. Chaque échange est mesuré, chaque regard analysé, comme si tous deux tentaient de préserver quelque chose sans savoir exactement comment s'y prendre.
Dans ce contexte, Manon joue un rôle inattendu. Fidèle à sa nature directe, elle ne tarde pas à partager l'information avec sa sœur, convaincue qu'il vaut mieux ne rien cacher. Elle raconte la situation avec une franchise qui contraste avec la retenue de leurs parents. Sophia écoute attentivement, sans jugement. Elle observe les faits avec une certaine distance, peut-être liée à son expérience, à son recul. Pour elle, la situation n'est pas aussi dramatique qu'elle peut le paraître à première vue. Elle estime que leurs parents finiront par se réconcilier, que leur relation est suffisamment solide pour résister à cette épreuve. Cette certitude, presque naïve, apporte une forme d'apaisement, même si elle ne reflète pas toute la complexité de la situation. Car ce que Sophia ne perçoit pas encore pleinement, c'est la profondeur de la blessure ressentie par William. Ce n'est pas seulement une question de fait, mais une question d'orgueil, de confiance, de perception de lui-même dans la relation. Pendant ce temps, à un autre point de la ville, Alex lutte avec une réalité qui le dépasse totalement. Assis face à Sonia au Spoon, il tente de mettre des mots sur ce qu'il ressent, sur ce lien inattendu qui s'est créé avec Milo depuis qu'il a appris la vérité. Il ne cherche pas à imposer sa présence, ni à bouleverser un équilibre déjà fragile. Il veut simplement comprendre, trouver sa place, accepter ce rôle de père qu'il découvre tardivement, avec une émotion qu'il ne parvient pas à contenir. Mais Sonia ne partage pas cette vision. Pour elle, la situation est claire, presque tranchée. Elle refuse catégoriquement qu'Alex entre dans leur vie, qu'il vienne perturber ce qu'elle a construit seule avec Milo, parfois au prix de sacrifices qu'il ne peut pas comprendre. Ses mots sont directs, sans détour, et leur impact est immédiat. Elle lui demande de prendre ses distances, de repousser Milo s'il revient vers lui, de ne pas nourrir un attachement qui pourrait tout compliquer. Une demande difficile, presque impossible à accepter. Alex reste silencieux quelques secondes, comme frappé par la violence de cette injonction. Il comprend la position de Sonia, il perçoit ses peurs, mais cela ne suffit pas à apaiser ce qu'il ressent au fond de lui, ce besoin instinctif de ne pas abandonner son fils. La conversation s'achève sans véritable solution, laissant derrière elle un malaise profond. Alex repart avec un sentiment d'impuissance, comme s'il était confronté à une situation où chaque choix implique une forme de renoncement. Au hall, il tente de reprendre le cours normal de sa journée, de se concentrer sur son travail, mais ses pensées restent ailleurs. Chaque geste devient mécanique, vidé de son sens, comme s'il évoluait en décalage avec le monde qui l'entoure. Karim, attentif à ce changement, ne tarde pas à intervenir. Il écoute Alex avec patience, sans le juger, puis lui donne un conseil simple mais essentiel, parler à Chloé. Pour lui, cacher une telle vérité ne ferait qu'aggraver la situation à long terme. Cette suggestion semble logique, presque évidente, mais elle soulève immédiatement une autre difficulté. Alex sait que révéler cette vérité à Chloé pourrait bouleverser leur équilibre, raviver des blessures du passé, créer de nouvelles tensions. Le dilemme s'installe alors dans son esprit, amplifiant encore le sentiment de confusion qui l'habite déjà. Il se sent pris entre plusieurs responsabilités, plusieurs vérités, sans savoir laquelle doit primer. C'est dans cet état de tension qu'un événement inattendu vient tout faire basculer. Milo apparaît au hall, avec cette spontanéité qui le caractérise, prêt à aider, à partager un moment simple avec celui qu'il considère déjà, inconsciemment, comme une figure importante. Ce moment aurait pu être une opportunité, un instant de rapprochement, mais il devient au contraire un point de rupture. Alex, encore marqué par les paroles de Sonia, réagit de manière brutale, presque instinctive. Il repousse Milo sèchement, sans explication, sans nuance, comme s'il cherchait à se protéger lui-même en coupant court à toute possibilité d'attachement. Le ton est dur, inattendu, et l'effet immédiat. Milo reste figé quelques secondes, surpris, blessé, incapable de comprendre ce changement soudain. Son regard traduit une incompréhension profonde, une douleur qu'il ne sait pas encore exprimer, mais qui s'inscrit déjà en lui. Autour d'eux, la scène ne passe pas inaperçue. Judith, témoin de cet échange, ne cache pas sa stupéfaction. Elle ne reconnaît pas son père dans cette réaction, dans cette froideur qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Le contraste entre l'homme qu'elle connaît et celui qu'elle découvre à cet instant crée un malaise immédiat. Elle ressent une forme de désillusion, comme si une part de l'image qu'elle avait de lui venait de se fissurer. Alex, lui, reste figé après le départ de Milo, conscient d'avoir franchi une limite. Mais au lieu de le rassurer, cette prise de conscience ne fait qu'accentuer son malaise. Il sait qu'il a mal agi, mais il ne voit pas d'autre solution. La journée se poursuit malgré tout, mais pour lui, le temps semble suspendu, figé dans ce moment qu'il n'arrive pas à effacer. Chaque minute qui passe renforce le poids de ce qu'il vient de faire.
Et tandis que les autres continuent leurs activités, Alex se retrouve seul face à lui-même, confronté à une réalité qu'il ne peut plus ignorer. Être père ne se résume pas à une vérité biologique, c'est une responsabilité, un engagement qu'il ne sait pas encore comment assumer. Dans le même temps, ailleurs, les tensions continuent de se développer, chacune à leur manière, dessinant peu à peu les contours d'un épisode où les conséquences des actes, qu'ils soient passés ou présents, deviennent inévitables. Car à 7, rien ne reste jamais sans conséquences, et ce qui a été déclenché cette nuit-là, ou bien plus tôt encore, est désormais en marche, prêt à bouleverser des vies qui, jusque-là, semblaient pourtant parfaitement établies. La tension accumulée au fil de la journée finit par atteindre un point de rupture, presque imperceptible au départ, mais suffisamment puissant pour fissurer les certitudes les plus ancrées. Alex, resté au hall après le départ de Milo, tente de se replonger dans son travail, mais chaque geste semble désormais dénué de sens. Le souvenir de la scène qu'il vient de vivre s'impose à lui avec une insistance douloureuse. Le regard blessé de Milo, son incompréhension silencieuse, tout revient avec une précision implacable, comme une image qu'il ne peut ni effacer ni atténuer. Il essaie de se convaincre qu'il a agi correctement, qu'il n'avait pas d'autre choix, que respecter la volonté de Sonia était la seule décision raisonnable. Pourtant, au fond de lui, une autre voix s'élève, plus intime, plus sincère, qui lui murmure qu'il vient de trahir quelque chose d'essentiel. Karim, toujours attentif, observe ce trouble sans intervenir immédiatement. Il connaît suffisamment Alex pour comprendre que certains combats doivent être menés seuls, que les conseils, même les mieux intentionnés, ne peuvent pas toujours apaiser une conscience en conflit. Mais l'agitation intérieure d'Alex devient trop visible pour être ignorée. Ses gestes se ralentissent, ses réponses deviennent mécaniques, et ce silence qui s'installe autour de lui attire inévitablement l'attention de ceux qui le connaissent bien. Judith, encore marquée par ce qu'elle a vu, ne parvient pas à dissimuler son malaise. Elle observe son père avec une distance nouvelle, comme si elle cherchait à comprendre cet homme qu'elle pensait connaître parfaitement, mais qui vient de révéler une facette inattendue. Cette distance, bien que silencieuse, pèse lourd. Elle crée un espace entre eux, un vide que ni l'un ni l'autre ne sait comment combler. Alex sent ce changement, il le ressent presque physiquement, mais il ne trouve pas les mots pour s'expliquer. La présence de Marco, discrète mais bienveillante, apporte une forme de soutien inattendu. En voyant Alex vaciller, il lui propose de fermer le stand à sa place, un geste simple en apparence, mais qui porte en lui une compréhension profonde de la situation. Alex accepte sans résistance, presque soulagé de pouvoir s'éloigner, de fuir momentanément cet environnement qui lui renvoie trop violemment ses propres contradictions. Il remercie Marco d'un regard, incapable de formuler autre chose. Une fois seul, le poids de ses émotions devient difficile à contenir. La façade qu'il a maintenue toute la journée se fissure, laissant place à une vulnérabilité qu'il n'avait pas anticipée. Les larmes montent sans prévenir, irrépressibles. Ce moment de faiblesse n'est pas seulement lié à la scène avec Milo. Il est le résultat d'une accumulation, d'une succession de décisions difficiles, de vérités révélées trop tard, de sentiments qu'il n'a jamais vraiment appris à gérer. Il réalise alors que ce qu'il vit dépasse largement le cadre de cette journée. Ce n'est pas seulement une question de paternité, ni même de responsabilité. C'est une remise en question profonde de lui-même, de ce qu'il est, de ce qu'il veut être. Dans le même temps, ailleurs, William continue de lutter avec ses propres démons. Le calme apparent de son quotidien ne suffit plus à masquer le trouble qui l'habite. Chaque moment passé avec Aurore devient une épreuve silencieuse. Il observe ses gestes, ses paroles, cherchant inconsciemment des signes, des indices qui pourraient confirmer ou infirmer les pensées qui l'obsèdent. Cette attitude, presque obsessionnelle, finit par créer une distance encore plus grande entre eux. Aurore ressent cette tension, même lorsqu'elle n'est pas exprimée. Elle perçoit les silences, les regards fuyants, les réponses trop rapides. Elle comprend que le problème ne disparaîtra pas de lui-même, qu'il faudra un jour affronter cette réalité. Mais ce moment tarde à venir. Aucun des deux ne semble prêt à franchir cette étape, à ouvrir une discussion qui pourrait soit les rapprocher, soit les éloigner définitivement. Alors ils continuent, chacun de leur côté, à porter ce poids en silence. Chez les plus jeunes, les conséquences de la soirée continuent également de se faire sentir, mais sous une forme différente. Marceau et Ellie, toujours marqués par leur réveil sur la plage, tentent de reprendre le cours normal de leur vie. Le souvenir du baiser persiste, comme un moment suspendu dans le temps, chargé d'une signification qu'ils n'arrivent pas encore à définir. Était-ce un acte sincère ou simplement le résultat d'une altération de leur perception ? Cette question reste sans réponse, mais elle influence leur comportement.
Leurs échanges deviennent plus prudents, plus mesurés, comme s'il avançait sur un terrain instable, craignant de provoquer un déséquilibre irréversible. Diane, de son côté, commence à prendre conscience des risques qu'elle a pris. La consommation de MD, qu'elle évoquait presque légèrement au réveil, prend maintenant une dimension plus sérieuse, presque inquiétante. Elle réalise que ce choix, fait dans un moment d'insouciance, a contribué à créer une situation qu'elle ne maîtrise plus. Cette prise de conscience marque un tournant, une forme de responsabilité qu'elle ne peut plus ignorer. Esme, fidèle à son rôle d'observatrice, continue de garder une distance. Mais cette distance ne signifie pas indifférence. Elle voit les conséquences, elle comprend les enjeux, et elle sait que ce qui s'est passé ne disparaîtra pas aussi facilement. Au Spoon, l'atmosphère reste tendue autour de Samuel et Swazik. Le message reçu plus tôt agit comme une menace constante, une présence invisible qui plane au-dessus d'eux. Chaque vibration de téléphone devient une source d'angoisse potentielle. Samuel tente de garder le contrôle, de rester rationnel, mais même lui commence à douter. Et si la situation leur échappait complètement? Et si ce qu'ils ont fait était bien plus grave qu'ils ne l'imaginent? Swazik partage cette inquiétude, même si elle ne l'exprime pas pleinement. Elle sent que quelque chose se prépare, que cette histoire ne fait que commencer. Le message n'est peut-être qu'un avertissement, un signe avant-coureur de complications à venir. Dans cette accumulation de tensions, une chose devient évidente. Les événements de cette nuit ont déclenché une série de réactions en chaîne. Chaque personnage, à sa manière, en subit les conséquences, qu'elles soient visibles ou profondément enfouies. Et tandis que la journée touche à sa fin, que la lumière décline lentement sur Seth, les certitudes s'effritent, laissant place à des doutes, des peurs, et des choix qui, bientôt, ne pourront plus être évités. La nuit commence à tomber sur Seth, enveloppant la ville d'une atmosphère plus lourde, presque étouffante, comme si chaque personnage se retrouvait face à lui-même, sans les distractions du jour pour atténuer ses pensées. Les événements récents continuent de résonner, laissant derrière eux un malaise difficile à ignorer. Au Spoon, Samuel et Swazik n'ont pas réussi à se détacher de ce message qui hante désormais leur esprit. Le téléphone reste posé entre eux, comme une preuve silencieuse d'un acte qu'ils ne comprennent pas, mais dont ils subissent déjà les conséquences. Samuel tente une dernière fois de rationaliser la situation. Il évoque la possibilité d'un malentendu, d'une confusion d'identité, cherchant désespérément une explication logique qui pourrait les libérer de cette pression. Mais même lui ne semble plus totalement convaincu par ses propres arguments. Swazik, quant à elle, se replie sur elle-même. Elle relie mentalement chaque fragment de souvenir, chaque détail, dans l'espoir de retrouver une cohérence, un élément qui pourrait éclairer cette zone d'ombre. Mais plus elle cherche, plus le vide devient oppressant. Ce silence entre eux n'est plus seulement une pause, il devient une barrière. Chacun lutte intérieurement, sans parvenir à partager pleinement ses peurs, comme si les mots risquaient de rendre la situation encore plus réelle, encore plus inquiétante. Dans un autre coin de la ville, Alex erre sans but précis, incapable de rentrer immédiatement chez lui. L'image de Milo, figée sous le choc de son rejet, ne cesse de revenir, comme une accusation muette qu'il ne peut pas fuir. Il se demande ce qu'il aurait dû faire, ce qu'il aurait pu dire différemment. Chaque scénario qu'il imagine semble meilleur que celui qu'il a réellement vécu, et cette comparaison constante alimente un sentiment de culpabilité qui ne cesse de grandir. Le conseil de Karim résonne dans son esprit avec une insistance nouvelle. Parler à Chloé, lui dire la vérité, mais cette idée, loin de le rassurer, le plonge dans une nouvelle angoisse. Car il sait que cette révélation ne sera pas sans conséquences. Chloé représente pour lui un équilibre fragile, une stabilité qu'il a mis du temps à reconstruire. Introduire cette vérité dans leur relation, c'est risquer de raviver des blessures, de remettre en question ce qu'ils ont réussi à bâtir ensemble. Pendant ce temps, chez les Donier, le climat reste tendu malgré les apparences. William et Aurore évoluent dans un espace commun, mais leurs pensées semblent suivre des chemins opposés, incapables de se rejoindre. William continue de ruminer, incapable de chasser cette image qui le hante. Il se sent trahi, même s'il sait rationnellement que les circonstances atténuent la situation. Mais les émotions ne suivent pas toujours la logique, et la blessure reste vive. Aurore, de son côté, ressent une forme de fatigue émotionnelle. Elle a conscience d'avoir déjà payé pour ses choix, d'avoir traversé des moments difficiles, et cette incapacité de William à tourner la page devient pour elle une nouvelle épreuve. Leur silence devient alors une forme de communication à part entière. Un langage fait de regards évités, de phrases inachevées, de gestes retenus. Un langage qui, au lieu de rapprocher, crée une distance encore plus marquée. Chez les plus jeunes, les effets de la soirée continuent de se diffuser, mais de manière plus subtile.
Marceau, resté seul un moment, repense à ce qu'il a vécu avec Ellie, tentant de donner un sens à cette nuit fragmentée. Il se demande si ce qu'il ressent est réel ou simplement une projection, une conséquence d'un moment altéré par les substances. Cette incertitude l'empêche de prendre une position claire, de faire un pas vers elle ou de s'en éloigner définitivement. Ellie, de son côté, traverse un processus similaire. Elle analyse ses propres émotions, cherchant à distinguer ce qui lui appartient réellement de ce qui a été influencé par les circonstances. Cette introspection la rend plus réservée, plus prudente. Diane, quant à elle, commence à mesurer l'impact de ses actes sur son entourage. Elle réalise que sa consommation n'a pas seulement affecté son état physique, mais qu'elle a contribué à créer un contexte où tout a pu basculer. Esme, fidèle à sa position, observe sans intervenir directement. Elle comprend que chacun doit faire face à ses propres responsabilités, que les leçons tirées de cette nuit ne peuvent être imposées de l'extérieur. La soirée avance, et avec elle, une forme de lucidité commence à émerger. Les émotions, encore brutes, commencent à prendre forme, à se structurer, permettant à chacun de mieux comprendre ce qu'il ressent réellement. Mais cette lucidité ne s'accompagne pas forcément de solutions. Au contraire, elle met en lumière des problèmes plus profonds, des tensions qui ne peuvent plus être ignorées, des choix qui devront être faits. Samuel et Swazik, toujours au Spoon, finissent par envisager une possibilité qu'ils avaient jusque-là évitée. Et si ce message n'était que le début? Et si d'autres révélations, d'autres conséquences, étaient encore à venir? Cette idée, bien que terrifiante, semble de plus en plus plausible. Car tout indique que leur nuit ne s'est pas limitée à ce dont ils se souviennent. Quelque chose d'autre s'est produit, quelque chose qu'ils n'ont pas encore découvert. Dans ce contexte, chaque personnage se retrouve à un carrefour. Les décisions prises dans les heures à venir pourraient changer le cours de leur vie, pour le meilleur ou pour le pire. Et tandis que la nuit s'installe définitivement sur Seth, une certitude s'impose peu à peu. Les conséquences de cette soirée ne font que commencer à se révéler, et aucun d'entre eux n'est prêt à affronter pleinement ce qui les attend. La nuit s'installe définitivement sur Seth, apportant avec elle une forme de calme trompeur, comme si la ville cherchait à masquer les tensions qui continuent de grandir en silence. Derrière les lumières des maisons et les rues devenues plus calmes, chaque personnage se retrouve seul face aux conséquences de ses actes. Samuel et Swazik, eux, n'ont toujours pas trouvé de réponse. Le message reçu plus tôt reste ancré dans leur esprit, comme une menace suspendue, une vérité qu'ils ne parviennent pas encore à saisir mais qui semble déjà peser lourd sur leur avenir. Assis côte à côte, ils échangent peu de mots. Le silence entre eux n'est plus seulement inconfortable, il devient révélateur. Il met en lumière la fragilité de leur situation, leur incapacité à comprendre ce qu'ils ont fait, et surtout leur peur de découvrir la vérité. Samuel finit par briser ce silence, évoquant à nouveau la possibilité de creuser davantage, de ne pas rester dans l'ignorance. Mais cette volonté se heurte immédiatement à une crainte profonde, celle de découvrir quelque chose d'irréversible. Swazik, elle, ressent cette peur de manière encore plus intense. Elle comprend que chaque pas vers la vérité pourrait les rapprocher d'une réalité qu'ils ne sont pas prêts à affronter. Pourtant, rester dans le flou n'est plus une option viable. Dans un autre registre, Alex rentre finalement chez lui, le cœur lourd, l'esprit encombré de pensées contradictoires. Chaque pas qu'il fait semble le rapprocher d'une décision qu'il repousse encore, incapable de déterminer ce qu'il doit faire. La maison, habituellement source de réconfort, lui paraît différente. Le silence qui y règne n'est pas apaisant, il est pesant. Il s'assoit, tente de respirer, mais rien n'apaise ce sentiment de culpabilité qui s'est installé en lui. Le souvenir de Milo revient encore, plus douloureux que jamais. Il se rend compte que ce rejet n'était pas seulement une erreur, mais une blessure qu'il a infligée à un enfant qui ne demandait rien d'autre qu'un peu d'attention. Cette prise de conscience agit comme un déclic. Pour la première fois, Alex envisage sérieusement de ne plus fuir, de ne plus se cacher derrière les décisions des autres. Il comprend que, malgré les obstacles, il ne pourra pas ignorer ce lien qui le relie à Milo. Mais cette décision implique une autre étape, plus difficile encore, parler à Chloé. Lui dire la vérité, lui expliquer la situation, accepter les conséquences de cette révélation. Une perspective qui le terrifie autant qu'elle lui semble inévitable. Dans la maison des deniers, la tension entre William et Aurore atteint un point critique, même si rien n'est explicitement dit. Leur distance devient trop visible, trop lourde pour être ignorée plus longtemps. William, incapable de contenir ce qu'il ressent, commence à laisser transparaître son malaise dans ses gestes, dans ses silences prolongés. Il ne parvient plus à jouer l'indifférence, et cette fissure dans sa façade devient de plus en plus évidente. Aurore,
confrontée à cette réalité, comprend que le moment de vérité approche. Elle sait qu'ils ne pourront pas continuer ainsi, que ce silence finira par les éloigner définitivement s'ils ne font rien pour y remédier. Mais trouver les mots, trouver le bon moment, reste une épreuve. Car au-delà de la blessure, il y a la peur de ce que cette conversation pourrait révéler, de ce qu'elle pourrait briser. Pendant ce temps, Marceau et Ellie poursuivent leurs réflexions, chacun de leur côté. Leurs pensées se rejoignent sans qu'ils en aient conscience, tournant autour de la même question, que signifie réellement ce qui s'est passé entre eux? Le doute persiste, mais il évolue. Il ne s'agit plus seulement de comprendre, mais de décider. Décider s'ils veulent donner un sens à cet instant, ou le laisser disparaître comme une erreur de parcours. Diane, de son côté, commence à assumer pleinement les conséquences de ses choix. Elle réalise que ce qu'elle a vécu ne peut pas être effacé, que les décisions prises sous l'effet de la drogue ont des répercussions bien réelles. Esmé, toujours lucide, observe ces évolutions avec une certaine distance. Elle comprend que chacun traverse une étape importante, un moment de vérité où les illusions se dissipent pour laisser place à une réalité plus complexe. Au Spoon, Samuel et Swazik prennent conscience d'une chose essentielle, ils ne pourront pas avancer sans comprendre. Le mystère qui entoure leur nuit devient une priorité, une question à laquelle ils doivent répondre, quel qu'en soit le prix. Cette décision marque un tournant. Elle ne résout rien immédiatement, mais elle ouvre une voie, une direction. Une manière de reprendre le contrôle dans une situation qui leur échappait jusque-là. Dans le même temps, Alex, seul dans son salon, regarde son téléphone sans oser agir. Composer le numéro de Chloé devient un geste symbolique, presque irréversible. Il sait qu'une fois la vérité révélée, rien ne sera plus comme avant. Le parallèle entre ces différentes histoires devient alors évident. Tous sont confrontés à une vérité qu'ils ne peuvent plus éviter, à des choix qui détermineront la suite de leur parcours. Et tandis que la nuit enveloppe Seth d'un voile silencieux, une certitude s'impose. Les événements de cette journée ne sont qu'un début. Les conséquences, encore floues, commencent à prendre forme, prêtes à bouleverser des vies déjà fragilisées. Car dans cet épisode, chacun découvre que les actes, même oubliés, laissent toujours une trace. Une trace qui finit par ressurgir, imposant à chacun de faire face à lui-même, et surtout, de choisir qui il veut être face à l'épreuve.